Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte nos grands médias, nous en livre les dérives, les dérapages et parfois les quelques rares accomplissements. Et cette émission n'existe que grâce à vous, grâce à votre soutien. Le média a besoin de vous, surtout dans cette période où nous voulons apporter un autre son de cloche face au discours médiatique et politique de l'extrême droite. Alors le média lance Riposte, une campagne cruciale et capitale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la TNT francilienne. C'est ici que nous voulons porter les voix inaudibles, celles qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Alors rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Allez, c'est parti, tout de suite, l'œil de Moumou. Salut Moumou, alors comme d'habitude on va démarrer dans quelques instants par les tops et les flops, mais avant cela tu vas nous faire un petit préambule. Absolument, après vous avoir salué chaleureusement toutes et tous et te saluer évidemment Amira. Donc oui, il y a eu évidemment l'événement télévisuel de ces derniers jours, ça a été la disparition subite, pour qui n'était pas au courant évidemment de sa longue maladie, de Thierry Ardisson. Et il y a eu des passes d'armes que je vais vous épargner, notamment sur les réseaux sociaux, avec quelqu'un qui avait cherché à tout prix à annoncer avant la famille le décès de Thierry Ardisson, pour des raisons qui m'échappent encore un tout petit peu. Mais bref, il a donc tiré sa révérence un 14 juillet, ce qui évidemment pour un royaliste comme lui a quelque chose d'assez... un petit côté clin d'œil comme ça. J'étais très surpris. J'ai vu débarquer, donc il est décédé le 14, j'ai vu débarquer le jour même, à 7h, enfin 19h, un tweet de TF1 professionnel qu'on va voir à l'écran à l'instant, qui dit ceci, ouvrez les guillemets: suite au décès de Thierry Ardisson, figure incontournable de la télévision française, le groupe TF1 lui rend hommage avec la diffusion d'un documentaire, La face cachée de l'homme en noir, écrit et réalisé par Audrey Crespo, donc sa compagne, le mercredi 16. Je trouve que c'est un tout petit peu court quand même. Avant de sortir un document comme ça, avant d'en faire la promotion, je pense qu'il y a peut-être un petit délai. Vous voyez, il y avait Pascal Nègre comme ça qui avait été rendu célèbre, qui est un patron du milieu du disque et qui avait été rendu tristement célèbre parce que quand il y avait l'annonce d'un décès, il disait « Ah là là, cette grande voix va nous manquer, retrouver dans nos collections, dans notre catalogue, retrouver ses meilleures œuvres et tout ça. » C'était racoleur au dernier degré. Et là, je pense que TF1 fait un peu la même chose. Un petit délai de décence, c'est toujours quelque chose d'appréciable. L'autre préambule, avant qu'on passe au top, ça concerne notre ami Nicolas Bouzou. Alors, on l'a vu parfois apparaître ici dans les tops ou dans les flops, enfin dans des tops paradoxaux généralement. Donc, c'est l'économiste archi-libéral qu'on voit deux plateaux télé, puisqu'on ne voit que sur les plateaux télé, je ne sais pas ce qu'il fait le reste du temps. Et là, il va se lancer dans une espèce de ode à la France insoumise, ce qui est totalement improbable. Même lui, je pense, est surpris. Même Bouzou Nicolas est surpris par Nicolas Bouzou. Je vous laisse regarder et écouter. Cette demande d'ordre et cette demande de sécurité, et les gauches européennes y répondent de façon un peu différente, en tout cas la gauche française et ce qu'on peut voir au Royaume-Uni par exemple, ce qu'on peut voir dans les pays scandinaves. J'arrive, juste une remarque préalable, parce que la première question c'était est-ce que la gauche a travaillé ce sujet, etc. Mais non, la gauche a pas, enfin le Parti socialiste n'a pas travaillé ce sujet, mais la droite non plus en fait. Moi c'est vraiment quelque chose qui me frappe et qui est extrêmement problématique dans notre démocratie, c'est que les partis politiques sont devenus des clubs d'élus, des clubs d'événementiel, mais ils ne travaillent pas justement les sujets. À part, il y en a un qui travaille énormément, c'est la France Insoumise. Ça me gêne beaucoup puisque ce sont ceux contre lesquels moi je me bats le plus, mais force est de reconnaître que là, vous avez un programme, que là, vous avez des gens qui vraiment émettent des propositions, qui sont extrêmement structurées, et au fond, dans le champ politique aujourd'hui, de mon point de vue, seule la France Insoumise a vraiment travaillé un programme de façon très précise. C'est le seul parti qui n'est pas uniquement un club d'élus. Ça, c'est une remarque préalable que je voulais faire. C'est pas un parti non plus. Deuxième chose, alors c'est pas un parti non plus, vous avez raison, mais bon. Moumou, c'est parti pour les tops et les flops et on va commencer par le sénateur Yann Brossa, sénateur communiste qu'on a déjà reçu ici sur le média. Alors les politiques nous ont habitués à la langue de bois, mais là c'est pas vraiment le cas. Ah non, 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 d'ailleurs on l'a souvent vu apparaître, Yann Brossa, il fait partie comme ça de ces personnalités politiques parce qu'on s'est posé la question ici de manière assez répétée de savoir est-ce que quand on était de gauche, il fallait aller ou pas sur les médias de droite, voire d'extrême droite, voire communautaire, comme c'est le cas
présentement pour Ian Brossat. Eh ben, il fait partie, Ian Brossat, d'ailleurs, j'espère, à la rentrée, on recevra ici, autour de ce plateau de l'œil de Moumou. Il fait partie de ces politiques qui m'ont prouvé un peu le contraire, parce qu'au départ, j'étais plutôt pour dire faites attention, n'y allez pas, c'est un piège, vous allez jouer la caution de gauche et compagnie, parce qu'ils y allaient un peu mollement. Ils tombaient parfois dans des guet-apens. Et là, c'est avec plusieurs acteurs politiques, dont Aymeric Caron, Ian Brossat et d'autres, ils se laissent pas faire et ça donne des résultats assez sympathiques. Et là, il va prouver, Ian Brossat, qu'il est possible de ne pas relayer les obsessions de Fredo la main leste, donc Frédéric Aziza, qui à chaque fois va sommer les invités qui vont mettre un genou à terre, les sommer de reconnaître que un tel est antisémite, telle organisation politique est antisémite, et à chaque fois, ils vont finir par dire oui pour plaire à Aziza ou je ne sais pas, ou à son public, ce que n'a pas fait Ian Brossat. Je vous laisse écouter. L'antisémitisme de Mélenchon, ça vous parle ou pas ? Quand Jérôme Guedj le dénonce, ça vous parle ou pas ? Je ne me ferai pas dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite parce que je ne le pense pas. On peut avoir un certain nombre de divergences d'analyse. Je pense que l'antisémitisme progresse dangereusement et qu'il doit être combattu pied à pied, mais nous n'aurions pas fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections législatives si nous avions pensé que d'une manière ou d'une autre, il était antisémite. D'ailleurs, l'antisémitisme, je l'ai dit tout à l'heure, est un délit. Et donc, quand on prononce des propos antisémites ou quand on commet des actes antisémites, on est condamné. Non, mais il y a quand même une justice dans notre pays. Que je sache, ni Jean-Luc Mélenchon, ni les responsables de la France insoumise n'ont été condamnés pour ça. Mais ou alors vous avez des informations que je n'ai pas. On peut considérer, quand on entend les choses, Jérôme Guedj, un certain nombre d'autres élus socialistes de gauche, des maires, ainsi de suite, considèrent que quand ils entendent des choses, ils disent ça, c'est de l'antisémitisme, c'est comme ça. Mais dans ce cas-là, qu'ils portent plainte. Et la justice sera saisie et elle les condamnera, puisque une fois de plus, l'antisémitisme, et heureusement, est un délit. Et je précise que la grosse difficulté avec Ian Brossat, c'est qu'on ne peut pas le traiter, de par ses origines, d'antisémite notoire. Et donc, ça vient coincer un peu la contre-attaque qu'on pourrait lui opposer. Alors, Moumou, il y a un autre top, c'est celui de Jad Zahab. Il a en quelque sorte remis les pendules à l'heure, les pendules d'Elisabeth Borne. Oui, alors ça concerne un vieux débat que je pensais vraiment je pensais pas qu'on allait revenir à ce truc-là. Bon, enfin bref, c'est sur la présence de l'existence même de l'islamo-gauchisme et puis la présence de l'islamo-gauchisme dans les milieux universitaires et scientifiques. Il a été démontré, notamment par le CNRS, qu'on ne peut pas taxer de légèreté sur ces questions-là, de manière scientifique, qu'il n'y avait aucune assise pour dire que l'islamo-gauchisme, existait, et deux, avait envahi l'espace, les esprits, avec derrière des relents de wokisme, enfin tous ces mots qui ne veulent plus, enfin je ne sais même pas si on peut dire quelque chose un jour, mais il va réussir à démonter de manière, je trouve, assez intelligente, et puis on va voir le contre-exemple juste après, les propos d'Elisabeth Borne, qui a repris un de ses collègues milices qui lui-même avait annoncé que non, c'était un fantasme et qu'il fallait oublier ce concept complètement lunaire. Je vous laisse écouter. Vous revenez sur les propos de Philippe Baptiste, qui est le ministre à l'enseignement supérieur. Alors, il a dit qu'il n'y avait pas d'islamo-gauchisme dans l'université. Alors, il s'est fait recadrer par Elisabeth Borne, qui a dit si, il y a de l'islamo-gauchisme partout dans la société, donc il y en a aussi dans l'université. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Exactement. Moi, je dis carton rouge pour Borne et je vais vous expliquer. Ah bon ? Alors, premier point, peut-être certains des téléspectateurs découvrent Philippe Baptiste. Oui, effectivement, c'est le ministre de l'enseignement supérieur, et comme vous allez le voir, voilà, il a dit la semaine dernière, en parlant de l'islamo-gauchisme, ce terme n'existe pas en tant que terme universitaire. Il n'est même pas bien défini, donc cette notion n'existe pas. Il dit bien en tant que terme universitaire. Il est ministre de l'enseignement supérieur, et donc hier, il a été démenti par, non pas sa ministre de tutelle, mais en tout cas la ministre du grand ministère qu'est Elisabeth Borne, puisqu'elle est maintenant ministre de l'Éducation nationale. Et je crois qu'on a un son, voilà ce qu'elle a dit. À la fois des personnalités et des partis politiques qui instrumentalisent l'islam, qui banalise l'islamisme radical. Quand un mouvement existe dans la société française, forcément on le retrouve à l'université. Alors, quand un mouvement existe dans la société française, forcément, on le retrouve à l'université. Alors déjà, il faudra qu'elle explique sur quoi elle se base pour nous dire que ce mouvement existe dans la société. Et donc, j'ai continué à chercher et je suis tombé sur un communiqué du CNRS. Un communiqué du CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique. Je me suis dit, puisque le ministre dit que ça n'a pas d'existence, et donc ils disent, les chercheurs du CNRS, l'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique, et ils vont plus loin. Ils disent par la suite, ce terme au contour mal défini fait l'objet de nombreuses prises de position publiques, tribunes ou pétitions, souvent
passionné. Et donc, ça, c'est plutôt une démonstration brillante. Je vous ai promis qu'il y aurait le contre-exemple. Et bien, le voilà. Avec Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est printanniste par ailleurs, qui est un très très proche du printemps républicain et qui fait des conférences avec eux, avec des gens très peu fréquentables sur ces questions-là, sur les questions de l'islam en général, mais sur les questions de l'islamo-gauchisme en particulier. Et là, il va se vautrer dans une affirmation. Alors, c'est pas un point de vue, c'est une affirmation totalement gratuite. C'est-à-dire qu'elle ne repose sur rien que l'avis de M. Blanquer, qui s'est occupé à un moment quand même de l'éducation nationale, quoi. C'est hallucinant. Je vous laisse écouter, on s'en redit un mot juste après. Pour moi, dire que l'islamo-gauchisme n'existe pas, c'est un peu comme dire que la Terre n'est pas ronde, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, il y a des islamistes, je pense que personne ne le nie, pas même les islamistes. Il y a des gauchistes, il y a une extrême gauche, personne ne le nie, pas même l'extrême gauche. Il y a des convergences entre les deux. Je crois que même ça, personne ne le nie, même les acteurs eux-mêmes. À partir de là, vous appelez ça islamo-gauchisme, gauchismo-islamisme, vous choisissez le mot que vous voulez, mais le fait est que le phénomène existe, la chose existe. Donc, vous avez entendu, il dit que les islamistes se reconnaissent eux-mêmes comme islamistes, c'est absolument faux. C'est-à-dire que les islamistes se reconnaissent comme de vrais, entre guillemets, musulmans. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils écrivent. Ensuite, que les gauchistes se considèrent comme gauchistes, non. Les gauchistes, ce que eux appellent les gauchistes, ce sont des gens qui sont franchement à gauche, mais ils ne se qualifient pas eux-mêmes de gauchistes. Et alors, il termine sa démonstration en disant que, y compris les gauchistes et les islamistes, reconnaissent les liens entre eux. Mais jamais de la vie, qui m'amène un écrit, un seul document, un seul témoignage où quelqu'un de gauche, de la France insoumise, on va prendre au hasard, ou du Parti communiste, reconnaissent des liens avec des islamistes, avec des fondamentalistes. Ça n'existe pas, évidemment. Sauf qu'on ne lui demande pas, comme ça se passe sur un plateau d'un média du Figaro, on ne va pas lui demander d'apporter la moindre preuve, ce qui est quand même loin d'être du journalisme, tout simplement. Oui, finalement, c'était sa tribune. Allez. Oui. Et là, Moumou, on va passer à ton top sum. J'adore ce nom, ça porte très très bien son nom. Et c'était sur i24 News. Ouais. Alors elle, je l'aime bien, Nagar. Parce que déjà il y a une espèce de cours avec Nagar, vous allez voir, vous allez la reconnaître. Elle est toujours surexcitée. Elle a été excitée avec le sourire pendant assez longtemps, quand elle était soutenue par Joe Biden, elle était soutenue par le grand frère américain, que l'opinion publique n'était pas encore vraiment renversée, qu'il n'y avait pas autant de manifestations, autant de... Voilà. Et là, elle sent que ça échappe un peu et qu'ils sont en train de perdre littéralement au moins la guerre médiatique. Et donc, elle va être aussi excitée, mais alors là, regardez bien ses yeux, elle est complètement folle de rage, elle est prête à exploser. Alors, je précise, le mot somme peut s'apparenter au mot rageant, ou rageux, rageuse en l'occurrence pour elle. Donc, c'est un top rageux qui, vous allez voir vraiment dans son regard et sa manière de quasiment serrer les dents, il faut quand même pouvoir parler, mais on a le sentiment vraiment que des micros vont voler sur le plateau si on la retient pas et si on la laisse encore une minute à l'antenne. Je vous laisse regarder. Fallait s'y attendre. À force de céder à la pression émotionnelle, aux slogans creux, la France s'est couchée encore un peu plus. Et elle n'en mesure pas encore la portée. Accorder quasi systématiquement le statut de réfugié aux demandeurs d'asile de Gaza. Une décision qui en dit long sur notre naïveté ou notre lâcheté. D'abord parce qu'en admettant comme un fait établi que les Gazaouis sont persécutés, l'État français implique que c'est Israël qui les persécute. Or, que s'est-il passé depuis le 7 octobre ? Un massacre planifié, barbare, des crimes sexuels d'une ampleur inédite contre des civils israéliens et des missiles tirés par milliers vers l'État juif. Ensuite, parce que cette protection quasi automatique aux Gazaouis est une prime offerte à la propagande victimaire. Une prime qui nie que Gaza est un territoire gouverné par des terroristes. Une prime qui oublie qu'Israël ne se trouve plus à Gaza depuis près de 20 ans. Une prime qui ignore ou fait mine d'ignorer que si les Gazaouis souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'un groupe terroriste les maintient sous sa coupe et détourne l'aide humanitaire à des fins militaires. Alors là, on a eu ton top sum, Moumou, et là, on va avoir ton top bobard, frontière, comme par surprise, pris en flagrant délit de fake news. Oui, mais alors c'est un top bobard. Je mets des tops pour voilà, avoir le plaisir de mettre des tops comme c'est. Je précise que c'est la dernière chronique de la saison. Donc je vais la rendre un peu légère. Oui, un top bobard parce que
une fake news a couru, à savoir que des jeunes à Marseille auraient profité des incendies pour aller au large de Marseille pour s'adonner au pillage. Alors c'est une vieille habitude, une vieille coutume de l'extrême droite ou des racistes en général d'ailleurs, parce que ça peut aussi relever de la rumeur. Moi je me rappelle, j'avais fait un reportage il y a quelques temps sur des inondations dans le Loiret et les jardins des habitants étaient complètement inondés et on racontait, alors qu'il y a quand même d'autres sujets et d'autres inquiétudes, on racontait que des familles roms utilisaient des barques, où est-ce qu'ils vont trouver des barques, utilisaient des barques pour arriver, donc comme c'est tout inondé, pour arriver par les jardins, derrière les maisons pour aller les piller. Enfin bon, évidemment c'était un bobard complet. Et donc là, rebelote. Et là nous avons nos amis de Frontières et de CNews qui vont raconter ce bobard qui va être déminé assez rapidement. Je vous laisse regarder un tweet et puis un message de la part de Frontières et puis un extrait de la chronique, je crois que c'était Thomas Legrand dans Libération qui va expliquer à quel point il va raconter la genèse de ce bobard visant évidemment les jeunes des quartiers nord, donc les jeunes issus de l'immigration ou d'apparence immigrée ou d'apparence musulmane. Enfin, on peut faire toutes les apparences. Et c'est évidemment ce qui a motivé nos chers médias d'extrême droite. Alors, l'avantage, le côté positif de tout ça, c'est quand même dans les tops, c'est que Frontières est devenu, en quelque temps, très rapidement, CNews ça fait un petit moment, mais Frontières est vraiment devenu une boussole en l'espace de quelques mois de l'information, de la fake news, de l'information tronquée, de l'information surorientée, de l'information militante. Quand ça sort chez Frontières, vous avez quasiment la certitude que vous avez affaire à quelque chose de complètement bidonné. Et leurs reportages sont du même tonneau. Je ne vous invite pas à aller les voir, je vais vous souhaiter des vacances un peu plus heureuses. La Moumou, on va en venir à mon préféré, le top du petit chien de la plage arrière. Le grand gagnant est roulement de tambour, sans surprise, Moumou. Gérard Larcher. Alors, il est spécialiste de cet exercice qu'on va voir. C'est pas la première fois qu'on décerne ce genre de prix. Alors, on l'avait fait notamment avec Apolline de Malherbe, qui est pas mal aussi sur cet exercice. Je vous invite à aller voir si vous voulez des extraits de ses interviews. Mais là, Gérard Larcher, il a explosé. Alors, il a explosé tout. Il est passé à travers le champ de maïs. Il a foncé pour arriver sur le podium. Et oui, c'est le premier. C'est la médaille d'or hors catégorie. Vous n'êtes pas obligé de mettre le son parce qu'en fait, ce que raconte Yael Braun-Pivet n'a absolument aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est de voir le petit chien sur la plage arrière. Je vous laisse regarder et écouter éventuellement. Dans un monde qui est fracassé par les crises multiples, la francophonie, c'est bien plus qu'une langue commune. Ce sont des valeurs communes, ce sont une histoire commune, une façon de voir le monde et effectivement peut-être avoir une approche un peu différente. Et c'est cela qu'il faut que l'on fasse vivre aujourd'hui. Et je pense que pour nous, c'est un formidable appui pour recréer une relation qui va sur l'ensemble des continents et qui vit à travers le monde. Et c'est ça toute la force de la francophonie et c'est pour cette raison qu'on est très heureux de la faire vivre lors de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On voit quand même que l'important c'est d'être face caméra, d'être vu, alors qu'il dit rien, il fait rien, il ne fait qu'opiner du chef. Je trouve ça, je ne sais pas si c'est vu les salaires que sont payés les communicants, notamment dans ces institutions, dans les ministères, c'est très élevé, ça monte à 7-8 000 euros. Je me demande pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui lui tire la manche en lui disant que c'est ridicule et qui va être la risée des réseaux sociaux. Ça m'étonne toujours un tout petit peu. Ça m'étonne, c'est une fausse naïveté, mais quand même, je suis un peu surpris qu'il se laisse encore aller à ce genre de stupidité, appelons ça comme ça. Incroyable, mais vrai, dans l'agenda du JDD, donc les dates à retenir, il y a l'anniversaire des 70 ans de la construction de Disneyland en Californie. Mais il y a également les 100 ans de Momo, je te laisse le dire. D'un ouvrage, alors c'est un hommage, le centenaire c'est toujours un hommage, d'une œuvre littéraire majeure selon le JDD qui n'est autre que Mein Kampf. Alors le problème, on va le voir sur le carnet extrait d'un tweet de Maxime Boudet, c'est lui qui a repéré cette info, on peut parler évidemment de Mein Kampf, sauf qu'on ne peut pas le mettre entre effectivement Disneyland et puis une autre joyeuseté, et puis on essaye de contextualiser un petit peu, on met un terme même, allez, comme c'est le JDD, un terme un peu sympa, genre l'ouvrage polémique, ou l'ouvrage qui aura marqué ou qui aura engendré quelque chose. Enfin, on peut toujours trouver une petite formule avec 3 mots. Là, rien à foutre, ils mettent ça comme si c'était un truc littéraire. Ça m'a rappelé un sketch de notre ami Émeric Lompré qui disait, il parlait de Mein Kampf dans un de ses sketchs et puis il disait pour les jeunes, alors je vous explique les jeunes, vous étudierez Mein Kampf en histoire si vous êtes dans un lycée public et vous l'apprendrez en littérature si vous êtes dans un lycée privé. Alors évidemment c'est une blague, mais on est un peu quand même dans ce truc-là, c'est-à-dire que là ils en font un ouvrage de littérature alors qu'on n'est quand même pas exactement ni très simplement dans cette configuration.
Et pas de condamnation ni rien. Non, ça passe. Ça, c'est les trucs qui passent largement entre les gouttes. Et je suis un petit peu surpris que, par exemple, des institutions de défense de la mémoire de la Shoah ne soient pas... peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ceci dit, à l'heure à laquelle on parle. Mais on va suivre ça et puis on vous dira à la rentrée si ça a bougé de ce côté-là. Alors, un autre flop, Moumou, c'est Paul Amar. On ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Il s'est totalement lâché. En gros, il n'est pas d'accord avec un directeur de festival. Pas grave, il demande à ce qu'il soit viré. Oui, et viré en plus par la ministre de la Culture. Donc, c'est une ingérence dans un festival où elle a priori pas à mettre son nez, pas à fourrer son nez. Donc, c'est un peu bizarre. Si elle le fait, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose de formidable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste participé à une discussion de soutien. Donc, le Festival d'Avignon, l'un des plus grands, même peut-être le plus grand de France, il est venu juste se mettre aux côtés d'artistes qui ont pris fait et cause pour la Palestine et surtout qui sont venus dénoncer évidemment ce qui se passait à Gaza. Et je pense que Paul Amar, qui est un ancien journaliste du service public, il a complètement lâché la rampe et que là, depuis notamment le 7 octobre, il prend fait et cause, il devient non plus militant, non plus engagé ni militant, mais carrément partisan. Je vous laisse écouter. Paul Amar. C'est Goebbels qui disait, tu fais un premier mensonge, tu le répètes une fois, 2 fois, 10 000 fois, il devient vérité. Donc ce directeur a dû hériter des idées communistes de son père, journaliste. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Les œillères. On ne voit qu'une chose. Il n'a voulu voir que le génocide, terme qu'il a d'ailleurs employé, 50 000 morts à Gaza sur 2 500 000 habitants. Et sur ces 50 000 morts, 25 000 terroristes tués, ou même plus, 30 000. On appelle ça un génocide ? Il parle d'apartheid. 20% des Israéliens sont arabes. Pays d'apartheid. Donc il ne veut voir que cela, et sans parler des libertés bafouées dans les pays communistes dont il ne parle pas, des massacres de chrétiens en Syrie dont il ne parle pas, des otages français détenus, retenus en Algérie ou en Iran dont il ne parle pas, du massacre des musulmans ouïghours en Chine dont il ne parle pas. Il ne devrait plus... Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous allez penser que je suis pour l'éviction des ministres ou des directeurs du théâtre. J'attends de Rachida Dati, ministre de la Culture, qu'elle exclue ce garçon de la direction du festival. Alors, pour les plus anciens, vous savez, c'est lui qui avait animé le fameux débat, qui lui avait coûté très cher, mais très logiquement, le fameux débat entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie, où il avait ramené un gros sac d'une marque de sport que je ne citerai pas, et des gants de boxe, en disant, messieurs, allez-y. Et même Jean-Marie Le Pen et même Bernard Tapie avaient dit, non, c'est pas la politique, c'est sérieux, c'est pas un match de boxe, et ça lui avait coûté, je crois, sa place de journaliste politique face cam. Il avait après fait d'autres choses, mais voilà, donc peut-être qu'il nous fait payer cette époque révolue, allez savoir. Et c'est le moment du microscope, le plat de résistance que tu nous as gentiment préparé, Moumou, et j'ai qu'un seul mot, c'est très très ragoûtant. Alors, il y en a une qui a le vent en poupe, il faut le dire, c'est Sophia Aram. Après avoir reçu le prix Jean-Pierre Bloch avec son copain Arthur pour, et je mets bien les guillemets, pour sa lutte contre le racisme et l'antisémitisme, voilà qu'elle reçoit autre chose et pas des moindres, la Légion d'honneur. L'humoriste, par définition, c'est souvent un contre-pouvoir. Recevoir une médaille de l'État, c'est finalement accepter une reconnaissance de ceux qu'elle critique. C'est paradoxal, Moumou, c'est même très gênant. Ah bah c'est plus que gênant, parce que ça va à contresens de sa mission, effectivement, comme tu le dis. Alors, tout est parti, en fait. Donc, elle a eu plein de prix. Elle a eu le prix du CRIF, elle a eu des prix de la laïcité. Bon, bref, on va passer ça un petit peu en vue. Mais là, effectivement, c'est un petit peu l'apogée, la Légion d'honneur, qui est quand même quelque chose qui permet... c'est un peu... aux grands hommes avec un grand H, aux grandes femmes, évidemment, la patrie reconnaissante de quelque chose. Là, on se demande de quoi. Et puis, je tombe sur un tweet, alors, je tombe sur un message, il y a eu plein de messages de gens qui sont venus lui cirer les pompes. Parmi eux, parmi ces personnes, il y a un certain Bruno Tranchant. Alors, je ne sais pas qui c'est, qui n'a pas d'étiquette particulière, on ne sait pas dans sa bio si c'est... je pense que c'est... personne, je veux dire, c'est pas, il ne parle pas au nom d'une institution ou d'un parti ou de choses comme ça. Et il va écrire, ouvrez les guillemets, on va voir son tweet à l'écran, parce qu'elle vise juste, parce qu'elle dérange les puissants, parce qu'elle n'a pas peur des mots. Voilà pourquoi il faut écouter Sophia Aram. Parce qu'elle dérange les puissants ? Ah bon ?
C'est plutôt l'inverse. Si elle dérangeait vraiment, elle n'aurait pas une médaille. Exact. De médaille avec un S. Donc je ne comprends pas. Donc je suis allé voir et je suis tombé sur une allégorie de la manière de maltraiter ces fameux puissants. Alors on va rester dans son domaine de prédilection pour l'instant. On va voir ce qu'elle fait avec Arthur, qui a un poids important, hein, qui est producteur, qui a toujours eu un point important au moins au cours des 20 dernières années, dans le milieu du spectacle, de l'humour et ainsi de suite. Voyons comment elle va maltraiter ce puissant qu'est Arthur. Regardez. Sophia, la dernière fois que je t'ai vue, t'étais pas bonne comme ça. Hein. Et pourtant, Arthur, il s'en est passé des choses. Tu te souviens? C'était toi qui décidais et moi j'obéissais. Oh, t'as perdu un bouton de manchette? Où est-ce qu'il est? Il est où le bouton du roi Arthur? Oh, il a mis où son bouton? Va le chercher. Oh, demande-moi. Oh, j'ai été une vilaine assistante. Il est où le bouton, Arthur? Arthur, ton bouton, il est où? T'es pas comme ça quand t'as travaillé avec moi. Oui. Je pense que j'ai été tellement vilaine qu'il va falloir que tu me corriges. Il va falloir que tu me corriges. Allez, maintenant tu me corriges. Oh, j'étais vilaine. Mon roi Arthur va se transformer en cheval et moi je vais le chevaucher, roi Arthur. Oh oui, c'est parti. Allez Arthur, vas-y Arthur. Cette vidéo est assez ancienne, elle tourne beaucoup, énormément même. J'avais jamais projeté de la passer à l'antenne pour des raisons X, Y, Z. Et puis là, je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas. Quand j'ai vu arriver cette histoire de Légion d'honneur, je me suis dit que c'était une insulte totale aux gens qui la méritent vraiment et qu'on participé à des actes de bravoure, qui ont, je sais pas moi, parce qu'il y a, vous savez, il y a civils et militaires, des gens engagés à mort dans des choses associatives, des gens qui sont dans la formation, qui se dévouent en banlieue. Pour des gamins, des cours du soir. Enfin, je sais pas, il y a 10 000 raisons de filer la Légion d'honneur, mais pas à cette. Alors, c'est quoi le féminin de laquais? Je me suis posé la question concernant Sophia Boko Haram. J'ai pas trouvé. Mais vous pourrez me poster, si vous le voulez, en commentaire, vous pourrez me poster des suggestions. Ça m'intéresse beaucoup. Sophia Boko Haram, c'est comme ça que tu l'appelles? Oui, parce que non, j'ai fait une erreur, c'est Sophia Boko Haram, pardon. Non, parce qu'elle a ouvert la boîte de Pandore avec Émeric Caron, qu'elle avait appelé, dont elle avait arabisé le nom. Ça veut dire que pour le salir, elle lui trouve un nom arabe. Et en plus, Abou, ça signifie clairement, enfin Abou Émeric, comme elle l'a appelé, ça signifie que c'est un djihadiste, donc un terroriste, donc un assassin. Enfin, c'est complètement de la folie. Donc, elle nous le permet. C'est elle qui nous a mis un truc. Donc j'ai le droit de l'appeler Sophia Boko Haram. Je pense même que ça lui fait plaisir parce que si c'est son genre d'humour, elle doit kiffer. Alors là, on était avec un humoriste, Arthur. On va aller vers un autre puissant, pas n'importe lequel, Emmanuel Macron. Alors voilà encore la manière, mais c'est une rebelle dans l'âme. Hein. Mais je rappelle que la rébellion, c'est puni par la loi. Hein. On n'a pas le droit de se rebeller face à l'autorité. Et ben elle, si c'est une kamikaze communiste, elle va carrément tout faire exploser dans les salons de l'Élysée au moment de se faire remettre une médaille que j'imagine, on va voir, elle va refuser. Tiens, renvoie-la Arthur. C'est marrant, hein. C'est comme quoi, en plus, c'est toujours ce petit monde-là. C'est l'entre-soi absolu total. Ils se refilent entre les Malka, les Fourest et compagnie. Ils se refilent, les Eindhoven, ils se refilent tous des médailles en chocolat à ne plus savoir qu'en faire. Sauf que là, bah voilà, quoi. C'est le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à une médaille en chocolat. Alors, on peut se poser la question. Alors, ton avis, évidemment, m'intéresse, Amira, là-dessus. Qu'est-ce que ça raconte, cette remise d'une haute distinction alors, en plus, remise par le patron du Quai d'Orsay. Alors, ce sera encore le ministère de la Culture. Bon, ce serait Rachida Dati, entre deux auditions. Pourquoi pas? On comprendrait humour, radio publique, culture.
Mais là, c'est le patron du Quai d'Orsay. Et là, on ne comprend pas pourquoi c'est lui qui va lui remettre cette médaille, cette Légion d'honneur. On va voir un début de réponse avec notre ami Pascal Boniface de l'Iris, qui a consacré l'une de ses dernières vidéos à cette surprise fort désagréable. Je vous laisse écouter. D'habitude, la lecture du journal officiel ne déclenche pas l'hilarité. Aujourd'hui, oui, parce qu'on y apprend en l'ouvrant que Sophia Aram a reçu la Légion d'honneur. Et donc, c'est déjà une nouvelle extraordinaire en tant que telle, mais il y a encore mieux, c'est qu'elle ne l'a pas reçue du ministère de la Culture, qui normalement s'occupe des artistes. Non, elle a reçu de la part du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, elle a contribué à la diplomatie française, j'imagine. Et c'est vraiment le meilleur sketch qu'elle ait jamais réussi de toute sa carrière, et de loin. Ceci étant, au-delà de l'énorme blague que ça représente, quel est le message qui est envoyé ? C'est-à-dire qu'en fait, on a normalement une position officielle de reconnaissance des droits des Palestiniens et d'opposition aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité que mène l'armée israélienne, qui sont, nous dit-on, inacceptables. Mais qu'a fait Sophia Aram depuis plus de 2 ans? Elle a constamment défendu les positions du grand Netanyahou. Elle a surtout constamment attaqué avec violence et avec mauvaise foi tous ceux qui s'élevaient contre les bombardements de civils par l'armée israélienne, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient analystes ou universitaires, qu'ils soient citoyens associatifs ou qu'ils soient étudiants. Donc elle s'est mise au service de Netanyahou en vraiment abreuvant d'insultes, en déformant les propos des uns et des autres et en abreuvant d'insultes tous ceux qui critiquaient cela. Et donc c'est le ministère des Affaires étrangères qui la récompense. Le message qui est envoyé, c'est que quand même, il y a une position officielle, puis dans la réalité, finalement, le soutien aux crimes de guerre de l'armée israélienne, il est récompensé. Alors pour être très précis et très transparent et très honnête, Pascal Boniface est aussi légionnaire. Mais il est légionnaire parce qu'il le mérite. Parce que, alors qu'il ait accepté la médaille, qu'il ait accepté la distinction, moi ça ne me dérange pas. Chacun voit midi à sa porte, c'est pas un problème. Je donne pas de leçon. Je ne dis pas refusez-la. Je dis juste que lui, vu ce qu'il a fait au niveau de l'Iris, vu les formations, vu la reconnaissance de son travail au niveau mondial, oui, on peut estimer raisonnablement qu'avec tout ce travail accompli pendant des années, des dizaines d'années, il puisse prétendre à avoir une reconnaissance de la nation. La question avec Sophia Boko Haram, c'est vraiment la légitimité. Quelle est, mais si on devait retenir une question, c'est pas tellement qu'elle ait reçu la Légion d'honneur. Voilà. In fine, j'endors la nuit, je m'en fous. La question, c'est quelle est sa légitimité pour avoir cet honneur suprême. J'attends toujours, à l'heure à laquelle nous enregistrons, je n'ai toujours pas la réponse. Je pense qu'il n'y a aucune légitimité. Finalement, le ministère des Affaires étrangères lui dit juste merci pour service rendu. Merci d'avoir fait notre propagande. Oui, comme le dit effectivement Pascal Boniface, mais ça envoie un signal après l'affaire du dîner du CRIF et la remise du prix du CRIF, ça donne quand même un signal qu'elle est remerciée pour des prises de position à l'international, alors que ça n'était qu'une humoriste, ça n'est qu'une pitre qui règle ses comptes, comme le disaient nos confrères de la SDJ, la Société des journalistes du Parisien, qui règle ses comptes par médias interposés. On se demande d'ailleurs comment elle a accès à autant de médias. Mais ça vient valider que ce n'est plus une humoriste, c'est une femme engagée politiquement sur un terrain extrêmement glissant, puisque c'est un soutien à un gouvernement qui est en train de perpétrer les pires crimes et les pires horreurs au Moyen-Orient. On va aller faire un petit tour chez le Foilier pour comprendre finalement le pourquoi du comment. Il explique bien un peu les dérives de Sophia Aram. Alors c'est un travail extraordinaire qu'il fournit. Le Foilier a été l'un de nos invités en deuxième partie d'émission il y a quelques temps de cela. C'est marrant, pour l'affaire Arthur qui tripotait ses candidates il y a quelques années, qui lui a fait interdire ses montages. On n'a pas le droit de toucher à Arthur. Donc le Foilier fait régulièrement comme ça, dès qu'il estime que c'est nécessaire au regard de l'actualité, il va faire une vidéo, il va expliquer un certain nombre de choses avec. Voilà. Et en regardant l'une de ces vidéos, je me suis dit peut-être contient une clé à ce mystère Sophia Aram. Je vous laisse écouter. Et Sophia Aram réalise une chronique absolument lamentable, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, et on va l'écouter dans sa quasi-intégralité, dans son intégralité, pour voir que vous avez des personnes qui, elles, ne sont absolument incapables de se bouger pour, je sais pas, la force de leur conviction. Sophia Aram, en l'occurrence, elle, on l'a compris, elle est 100% pro-israélienne, elle est contre l'islam en général. Elle considère que les théories de Florence Bachelier sont justes, mais elle, on ne va pas la voir se déplacer en Israël pour la force de sa conviction. Mais il y a des personnes qui l'ont fait. Voilà, il y a des personnes qui l'ont fait. Et
ces gens-là ont choisi d'ironiser, étant donné qu'ils ne se sentent pas capables, eux et elles, de faire quoi que ce soit qui puisse être un tout petit peu admirable, eh bien, on va salir les motivations des personnes qui, elles, se déplacent pour la force de leurs convictions. Écoutez, vous allez voir, ça ne va pas voler très haut, c'est assez pathétique, il y aura beaucoup de choses à en dire et on commence déjà comme ça. On est pacifique, c'est démocrate. Nous, on est pacifiques, ils ont des matraques, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et non, vous n'êtes pas sur Radio Nova. Nous sommes en Égypte où 3 teubés, 2 Marie Coquillette et un Jean Barnabé de la Marche pour... On n'est pas, vous avez bien entendu, on n'est pas sur Radio Nova. Mais qu'est-ce qu'on parle de l'Égypte, on parle de Gaza, elle vient nous parler de Radio Nova. Mais pourquoi diable? Elle est jalouse? Tu penses? Parce que les vidéos de la bande de Meurice font 20 fois plus de vues que celles de Sophia Aram. Comme on va le voir, et que donc elle aurait espéré, comme elle a été, comme Meurice et ses copains, soit ont été virés, soit sont partis de France Inter pour rejoindre Nova, donc la chaîne de Mathieu Pillas, et que effectivement, comme tu le dis, ça cartonne. Donc c'est peut-être ça la clé finalement. On va comparer les audiences. Alors par exemple là, on va voir l'audience de nos amis. Alors merci à l'Orient Express qui a fait une capture qu'on va voir. L'audience de nos amis de la dernière sur Radio Nova, et on va voir ça au regard de la sienne. Regardez bien, Radio Nova, à peu près d'une vidéo sur l'autre, on est entre 100 250 000 vues à chaque fois. Elle, par contre, c'est un peu plus compliqué. Donc je précise, c'est pas seulement Guillaume Meurice, c'est la bande de la dernière. Elle, regardez le nombre de vues, alors qu'elle bénéficie quand même de la force de frappe extraordinaire de France Inter, qui a des centaines de milliers d'abonnés. Elle devrait normalement arriver à un score assez sympathique. Je vous laisse regarder, j'ai fait un tout petit truc de défilé. On va voir défiler une petite bande. Regardez le nombre de vues. Je pense qu'il est effectivement 30, 40, 50 fois inférieur. Alors peut-être qu'après l'échec télévisuel retentissant qu'elle a connu, après peut-être... le fait que maintenant elle ne parle plus, et là c'est la preuve, le nombre de vues est criant, qu'elle ne parle plus qu'à un tout petit nombre de gens qui sont de son bord politique et qui s'auto-congratulent tous les uns les autres, peut-être que ça a créé une espèce de frustration de sa part. Je ne sais pas, mais ça peut être un début d'explication du fait que elle sait qu'elle sera condamnée à jouer le rôle de laquais du pouvoir, de laquais de la direction de France Inter, si elle veut continuer à avoir ce petit précaré qui lui reste. Je terminerai quand même en rappelant que dans l'histoire, fort heureusement, il y a d'autres pointures. Je pense à Jean-Paul Sartre, par exemple, qui a refusé 3 trucs. Même Sophie Marceau soit remontée. Oui, Sophie Marceau, c'est vrai que c'est pas si loin que ça. Mais enfin, quelqu'un de la trempe de Sartre aurait pu se dire, bon, pour ma carrière quand même, ou alors même je vais peut-être profiter d'une estrade voilà, pour pouvoir m'exprimer dans des cercles, dans des cénacles où j'ai pas l'habitude d'aller, ainsi de suite. Non, il a refusé clair, net et précis la Légion d'honneur, une chaire au Collège de France et rien que ça, le prix Nobel de littérature. Je veux dire, là, respect, et en plus il l'a motivé, il l'a bien expliqué pourquoi, pour des raisons à la fois politiques et puis il voulait conserver évidemment son indépendance, que ne souhaite surtout pas faire Sophia Aram. Lui, il voulait conserver son indépendance totale et ne pas être acheté, amadoué avec à la fois des prix et à la fois de l'argent. Et je terminerai par cette phrase, et je le redis, je ne donne pas de leçon, je terminerai par cette phrase d'Éric Satie, le célèbre compositeur. Ouvrez les guillemets, il ne suffit pas de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas la mériter. Alors là, Moumou, tu as fait un focus, parce qu'on est dans le microscope, tu as fait un focus sur Sophia Aram, mais finalement, cette Légion d'honneur, quand on voit qu'il y a Bruno Le Maire qui l'a reçu, Le Foll, quand on voit que finalement, il y a beaucoup de ministres macronistes qui l'ont reçu, est-ce que c'est pas un peu du clientélisme, finalement? Ah bah complètement. D'autant que c'est assez marrant, j'étais chez des amis à Saint-Étienne lundi matin, et puis on parlait un peu politique, et notamment du fait, l'ami avec qui j'étais, qui s'appelle Thomas, qui nous regarde, je me dis, mais c'est incroyable quand même que les politiques ne rendent pas de compte. Il me dit, les ministres, ils rendent pas de compte, machin bidule. Il me dit, regarde Bruno Le Maire, il a quasiment coulé la boîte, il a menti sur toute la ligne, et le mec se barre. Olivier Véran aussi. Aussi, Olivier Véran. Mais alors, ça nous coûte un tout petit peu moins cher. Mais il prend l'exemple de Bruno Le Maire. Et puis, je vais prendre mon train à Saint-Thé, et puis je remonte. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'il faisait partie, effectivement, de la liste
Et je lui ai envoyé, évidemment, en osant à peine appuyer sur le bouton envoyer, mais je me suis dit, c'est pas possible. Effectivement, mais on a eu Florence Bergeau-Blaclair ici, hein, on en a parlé quand elle a reçu la Légion d'honneur pour service rendu à je ne sais quoi, au racisme latent ou à l'arabophobie. Et puis on a eu Caroline Fourest à la même promo. Donc on est en train de vider de sa substance et on est en train surtout, je trouve, d'insulter les gens qui l'ont sincèrement mérité et qui, eux, voient dévaloriser leur petit bibelot. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la dernière chronique de la saison. C'est déjà la dernière chronique de la 2e saison de L'Œil de Moumou. Ça va vite le temps. Et je devais arrêter normalement un tout petit peu plus tard. Mais je vais devoir partir en Normandie, du côté de Langrune-sur-Mer, parce que je suis invité à un centenaire très particulier. C'est le centenaire de Jeannette, qui, à ma connaissance, dont on va voir la photo à l'écran, Jeannette, qui, à ma connaissance, est la plus ancienne, la plus mûre des fidèles de L'Œil de Moumou et du média. Et il se trouve que c'est Sylvie, sa fille, Sylvie que j'embrasse, mais qui a par ailleurs 73 ans, c'est pour l'échelle des âges. Sa fille, c'est elle qui l'a branchée. Et je dis ça parce qu'on n'y pense pas forcément. À sa maman, donc Jeannette, très future centenaire, elle va... en fait, elle ne regardait plus la télévision. Et grâce aux médias, c'est ce que m'a dit sa fille, elle m'a dit littéralement, elle revit médiatiquement et qu'elle est scotchée devant le média et L'Œil de Moumou H24 et que c'est une nouvelle vie pour elle d'information et voilà. Et donc n'hésitez pas, je le dis parce qu'il y a beaucoup, je le vois dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes plus ou moins âgées d'ailleurs qui ne regardent plus la télévision et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe de brancher, alors c'est via la box et via sa télévision qu'elle a eu la bonne idée de brancher sur le 24/7 et ainsi de suite et du coup je l'embrasse au nom du média avec un tout petit peu d'avance, je lui souhaite un joyeux anniversaire et puis j'aurais hâte de la retrouver. Je crois que c'est le 24 juillet à Langrune-sur-Mer, dans le Calvados. Et puis, on vous fera un petit coucou, tiens. On vous fera un petit coucou puisque on sera ensemble et qu'on aura du matériel pour pouvoir filmer et vous retrouver à la rentrée. Et tu salueras Jeannette de ma part, Moumou. Jeannette et Sylvie, avec grand plaisir. Place au remerciement, Moumou. Oui, alors cette semaine, il y en a très peu, promis juré. Alors, c'est les derniers de la saison. Je souhaitais remercier et faire un coucou à José de Dreux, qui est par ailleurs d'origine andalouse. Alors, je crois qu'il y tient beaucoup, puisque son épouse, sa chère Agnès, me l'a souligné. Il y a également Karim de Marseille, qui n'est autre que le cousin de notre chère Clara, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui était juste à côté de nous et sans qui l'émission ne pourrait avoir lieu, qui fait partie de l'équipe donc du Média TV. Donc Karim, j'espère que tu souffres pas trop de la chaleur, on t'embrasse depuis Paris et en l'occurrence Montreuil. Et la dernière personne, ce sera Ben de Belleville, qui est musicien et on peut retrouver sa production sur Dub, comme le Dub Phonic, Phonic. C'est terminé pour moi. Je vous remercie infiniment, mais vraiment infiniment. Je remercie toutes les fidèles et tous les fidèles téléspectateurs et puis internautes, vraiment pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour votre attachement à cette chronique. Et puis je vous retrouve, j'espère, non, je plaisante, je vous retrouve à la rentrée avec grand plaisir. Passez un bon été et pour ceux et celles qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, profitez-en au maximum. Je vous embrasse très affectueusement. Merci Moumou, fin de saison, mais on se retrouve, comme tu l'as dit, bien évidemment à la rentrée. Merci à toi. Merci à toi. Et c'est donc la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardée. Vous pouvez nous regarder sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de votre Freebox. On rappelle que le Média ne vit que grâce à vous, à votre soutien, à vos abonnements, à vos dons. Donc si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien et continuez à nous soutenir. On le rappelle, on ne vit que grâce à vous.